disait que ni Tété Félix, aujourd'hui, les Congolais disparaissent. On n'est pas conscient. Je vois beaucoup de gens qui racontent d'histoires, ça ne marche pas. Nous venons de loin. Qui pouvait parler dans ces pays du temps de Kabila attaqué Kagame? Qui? Il a déboulonné l'FCC. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Quand Félix a été élu, il était seul. Tout était mis en place pour ne puisse pas travailler. Kagame. Qui pouvait parler à Kagame dans ces pays? Kagame était le patron ici. Il venait à Kinshasa, tout le monde applaudissait. Oui. Aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vérifiez les images. Kagame sous Kabila était venu à Kinshasa, les gens disaient, ou c'est le contraire sous le régime Tshisekedi, au stade des martyrs, Kagame est venu, Yomani Oboya Kagame. Les gens me suivent, hein, s'il vous plaît. J'ai dit que suivez, prenez ces images-là. Il y a des faits, ce n'est pas des choses, c'est pas qu'on raconte. Du temps de Kabila, Kagame est venu ici, je pense que c'était en 2010, 50e anniversaire de la RDC. Congolais, vous dites que M. Azarias était le tout puissant. Donc après Kabila, c'était Azarias Robert. Sur le plan du... J'ai dit que c'est lui qui gérait cet État avec Kagame, avec Kabila. Donc avant que vous deveniez ministre, il fallait que Kagame décide. Il faut relire. Okay. Toute notre classe politique, je peux dire 80% de notre classe politique, c'est la fabrication de Paul Kagame. Pour devenir ministre, il fallait l'autorisation de Kagame. Si tu n'es pas d'accord avec Kagame, tu es contre les Rwandais, tu ne peux pas être le président. S'il vous plaît. Quels étaient les liens qui existaient entre Rouberois et Kagame? Parce que nous sommes au Congo. Comment Kagame pouvait choisir un Congolais pour que ces Congolais soient le pont pour que qu'on ait des ministres dans notre pays? Comment expliquer? Il a fait l'interview, des discussions, parce qu'il était très proche de Karegeya. Karegeya lui dit, nous devons avoir le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Comme on est un petit pays, nous devons avoir le contrôle au gouvernement. 2, on doit nous devons être présents dans l'est du Congo pour éviter que la guerre soit sur notre territoire. Donc, si on ne contrôle pas Kinshasa, Kagame, le régime peut tomber à tout moment parce qu'il faut dire qu'ils sont en puissance. Donc leur stratégie, c'est d'avoir des représentants au sein du gouvernement congolais qui peuvent facilement les réformer à tout moment. Voilà là, quand je vous parle que c'est grâce à Félix aujourd'hui qu'on peut parler, Félix est venu rompre. Il est venu rompre, il a affronté Kagame en face, il a refusé la tutelle de Kagame, décide, avec les hommes d'affaires d'Arkansas, de mettre la main sur le Congo. On va chercher Kagame et Museveni, on leur donne des armes pour d'abord chasser Abiyarimana, après Abiyarimana, venir à Kinshasa et mettre la main sur le pouvoir. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Je ne veux pas que vous puissiez rester passéiste. Les gens veulent que vous puissiez agir. Non. Vous puissiez agir. Parce qu'il y a autant de morts matin, midi, soir à l'Est. Tshisekedi, le président, a le plein pouvoir. Nous avons les armes, nous avons les hommes, mais nous continuons à pleurer matin, midi, soir. Pourquoi? À qui appartient la République démocratique du Congo? Est-ce aux Congolais ou aux étrangers? Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, nous avons plus de 60 ans de l'indépendance. Mais la question qui mérite d'être posée est: en République démocratique du Congo, nous avons des politiciens. Est-ce que ces politiciens travaillent pour l'intérêt de la nation? Est-ce l'élite de la République démocratique du Congo comprend l'enjeu ou la place qu'occupe la République démocratique du Congo dans le monde ou en Afrique? Vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions inviter les bibliothèques de la République du Congo. Vous m'avez dit, lui, c'est une source de la République. Il est là avec nous. Il s'appelle Monsieur Freddy Moulumba, l'ancien patron de la chaîne nationale, la RTNC. Il est écrivain pour plusieurs personnes. Vous avez dit, il a écrit plusieurs livres. Bon, j'ai essayé un peu de fouiner, mais je n'ai pas trouvé. Mais je veux lui poser la question de savoir s'il a écrit combien de livres. Il est ici avec nous. Monsieur Freddy Moulumba, soyez le bienvenu. Merci, cher ami. Vous me posez la question si j'ai écrit.
Si tu pars sur Google, tu mets seulement Freddy Mulumba sort tout. Donc, les premiers livres que j'ai écrits, c'est sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC. Okay. La responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC. C'était en 2008. Il y a un autre qu'on a, je dirais, un livre interview avec le professeur Kamana. La RD Congo est à inventer. J'ai la copie ici. Ok. Oui. Il y a aussi d'autres qu'on a écrits avec le professeur Kamana et le professeur Kongo Nambaya sur la balkanisation. Donc les livres existent bel et bien. Mais ce qui est intéressant ici, c'est savoir pourquoi on écrit. On n'écrit pas pour qu'on dise qu'on est écrivain. Je pense qu'il faut réveiller notre peuple en lui disant, en donnant l'information, à travers aussi des analyses pour qu'ils comprennent les véritables enjeux dans lesquels aujourd'hui c'est tout notre peuple, notre pays. Ok, c'était juste un moyen de vous provoquer. J'avais vu ce que vous avez écrit. Alors, M. Freddy Mulumba, avant tout, il y a tellement les arriérés à payer avec vous parce que quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, les gens m'ont écrit. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, Delcast TV ou au Centre Télévision. Vous pouvez prendre les liens, partager. Vous êtes en train de nous suivre depuis Cape Town, depuis Canada, Afrique du Sud. Et puis vous nous suivez à Bunia, Butembo, Sankourou. Merci à vous. Nous attendons également vos messages. Mais il y a des arriérés, mais la thématique est là. L'union sacrée, Félix Tshisekedi est-il entouré des hypocrites? C'est une question publique. Les gens pensent que dans l'union sacrée, il y a tout. Il y a les hypocrites, il y a les imposteurs. Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec vous. Mais avant d'aborder notre sujet principal, M. Freddy Mulumba, vous étiez le patron de la chaîne nationale. J'aimerais, si M. Toussaint, vous êtes d'accord avec moi? La photo de la RTNC d'abord, le logo de la RTNC, la chaîne nationale. Êtes-vous fier de ce que la RTNC fait aujourd'hui? Oui, ce n'est pas question d'être fier. Parce qu'il faut savoir, est-ce que, en tant que média public, est-ce que la RTNC remplit sa mission, ou bien son rôle? C'est la question de fond. J'ai fait 4 ans presque et demi. J'étais DGA et quand le DG est décédé, je suis devenu DGA AI. Donc je connais très bien la boîte. Okay. Les grands problèmes ici, que c'est trop politisé. Vous dites L'ARTR, c'est trop politisé. Politisé. Politisé, oui. Mais c'est la chaîne nationale. Non, c'est différent. Quand on est chaîne nationale, ça signifie qu'on est là pour défendre la nation. Parce que dans ce que nous avons, défendre la nation, défendre les institutions. Et la première institution qu'on doit défendre, c'est le président de la République. C'est une institution. Il y a les parlements, il y a les cours et tribunaux. Parce qu'on est une chaîne publique. Ça, c'est au moins une mission très claire. Mais il faut aussi informer le peuple. Donc, il faut que la télévision donne l'information qui concerne notre population, qu'il est clair quand on est dans un enjeu. Parce que quand on regarde aujourd'hui, je vous prends un être précis, la guerre à l'est du Congo. J'y étais quand la guerre a commencé, mais il faut dire que les hommes politiques ne voulaient pas qu'on parle de la guerre. C'est ça qui est un peu très frappant. Donc normalement, en tant que chaîne nationale, on devrait suivre tout ce qui se passe à l'est du Congo, dire à notre peuple, regardez ce qui peut nous arriver. Nous sommes occupés aujourd'hui, ça fait 2 ans que Munagan est occupé par les Rwandais, les Ougandais. On vient de voir encore Kanyabayonga est pris. Normalement, c'est la RTNC en tant que média public qui devrait informer notre peuple de tout ce qui se passe sur place. Informer avec modération. Il n'y a pas de... de la manière que ça se passe là-bas, il semble que vous risquerez peut-être de créer une psychose, soit déranger l'opinion. Ce n'est pas le travail de la... Les médias publics, donc la RTNC, c'est là pour défendre la patrie. Il faut que vous compreniez. Mais tout n'est pas diffusé à la RTNC. J'ai dit il faut donner l'information. Okay. D'abord, avant d'être un média public ou bien journaliste des médias publics, on est journaliste. On connaît quand même les b.a.-ba du journalisme. Il faut donner l'information. Mais on peut prendre plusieurs orientations à travers les commentaires, à travers les analyses. Donc ça, c'est la question de la ligne éditoriale. Okay.
Je peux vous assurer, jusqu'aujourd'hui, la RTNC n'a pas de ligne éditoriale. Mais c'est quand même fort. Si vous dites ça, M. Freddy Mulumba, j'ai l'impression que vous faites la honte des intellectuels congolais parce que vous étiez le patron de la RTNC. Si vous dites que jusqu'aujourd'hui, la RTNC n'a pas une ligne éditoriale, donc vous avez vous-même failli à votre mission. Celui qui définit la ligne éditoriale, ce n'est pas le DG. C'est l'État congolais, le gouvernement qui définit la ligne éditoriale et le DG défend, c'est le responsable. Okay. Mais celui qui montre la voie à suivre, c'est le ministère de la Communication. Alors, comme journaliste, on nous a appris, je me rappelle, le professeur Séverin Bamani Kambaï Boacha, quand on était encore à l'UPEN, en disant, si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne éditoriale d'une chaîne, il faut quitter. Pourquoi vous n'avez pas quitté? Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'avantage que j'ai en dehors, je suis politologue de formation. Okay. On connaît très bien les enjeux. Vous allez quitter, vous laissez l'espace vide, ce sont des bandits qui vont occuper. Les bandits? Oui. Donc il faut être sur place. Retirer, c'est quand même fort. Non, je ne retire. À la RTNC, il y a tellement... Je ne retire pas ça. Parce il y a tellement les hommes faits là-bas. Non, vous savez, que nous sommes inconscients. Okay. On me dire même bandits, il y a beaucoup d'inconscients. Okay. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous avez l'image de ce qui se passe à Rutshuru, dans le nord de Sud-Kivu? Vous avez des images? Moi, ça m'étonne de voir que pour avoir des informations de l'Est, on doit suivre les médias étrangers. J'étais à la RTNC. Okay. On amène des images. Les ministres ne veulent pas que ça passe. Vous dites? Les ministres ne veulent pas que ça passe. Les images? Les images de l'Est. De l'Est? On dit non, c'est comme tu dis là, oh, ça va créer des désordres. Donc on a une autre vision des choses. Qui n'est pas correct. Quand vous parlez du ministre, nous avons un ministre de la communication professionnel des médias. Professionnel des médias. Si vous dites que le ministre ne voulait pas que ça passe, j'ai l'impression... Je ne parle pas des individus. C'est ça le débat chez nous qui n'est pas... Non, je n'ai pas dit ministre, je n'ai pas cité le nom. Il y a le ministère qui gère la communication. Oui. Et le ministère doit donner l'orientation. Quand il y a des événements, on vous dit traiter dans ces... Je peux te prendre le cas de Mende. Du temps de Mende, on dit il y a ça, ok. Voici d'ailleurs ce qu'il faut dire à la télévision. Aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que... Même de donner les éléments de langage, l'actuel ministre Mouyaya ne donnait pas les éléments. Je te donne un exemple. Je ne voudrais pas entrer dans ces débats. Tu sais, le problème ici, il y a trop de polémiques. On n'avance pas avec ça. Mais les faits là, la RTNC ne remplit pas sa mission. Il faut qu'on donne à la RTNC tout ce qu'il faut pour que la RTNC fonctionne comme un média public au service de notre peuple. Quand vous parlez de tout ce qu'il faut, vous parlez de moyens humains, capital humain ou quoi? Parce que la RTNC est subventionnée par l'État. La RTNC a tous les moyens qu'il faut. Nous avons un chef de l'État qui est soucié à ce que cette chaîne puisse avoir une belle image d'elle un peu partout dans le monde. Non, le chef a la volonté de faire mieux. Est-ce que sa volonté est respectée? Parce que le chef n'est pas journaliste, il n'est pas spécialiste en communication. Okay. Il gère un État, il gère toute la République. Il y a des gens qui sont habilités à faire ce travail. Est-ce qu'ils le font? Parce que quand vous regardez, moi j'ai fait le tour de toute l'Afrique. J'étais parmi les télévisions publiques. J'étais reçu à CIRTV quand j'étais le patron de la TNC. CIRTV, c'est une chaîne publique camerounaise. Vous avez RTI. C'est une chaîne ivoirienne, publique. Mais quand vous y entrez, vous sentez du sérieux. C'est vrai, il y a les politiques qui est présent. Mais quand les journalistes font leur travail, ils traitent l'information. Je te prends l'exemple à la RTNC aujourd'hui, les journaux de 20 heures. C'est pas normal. Vous avez du début à la fin des audiences des ministres. Ce n'est pas l'information. Normalement, si vous avez étudié à l'EFASIC ou bien à l'IPEN ou bien à l'ENEKIN, les métiers de journaliste, il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Pourquoi? On informe, non, personne ne suit, à part les ministres avec ses amis. La population ne suit pas ça. Parce que quand je te parle là, ce sont des choses qui sont vraies. Ok, professionnel. Mais quand vous voyez, je suis souvent, chaque soir, je suis toutes les télévisions publiques, au moins francophones. Je vois comment on traite l'information. Mais quand tu vas chez nous, il y a trop de communication.
Donc il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête la communication dans la seule dans personne, le journal. La seule personne qui fait l'information, c'est le président. Ok. Quand il reçoit, il parle, c'est la seule personne qui fait l'information, peut-être la première ministre. Mais quand je dirais un ministre reçoit un ambassadeur, il n'y a pas d'information. Alors, M. Freddy Mulumba, la RTNC, si je comprends bien, notre chaîne nationale vous colle la honte. Non, je pense qu'en tant qu'intellectuel, nous devons nous poser des questions. Est-il normal, un grand pays comme le nôtre, avoir de tels médias? Je peux te dire que peut-être ici à Kinshasa, vous voyez les images. Il y a des coins où vous n'avez ni RTNC radio, ni télévision. Est-ce que vous êtes au courant? La chaîne nationale? Oui. Elle n'est pas représentée dans 26 provinces? Je t'ai dit, allez seulement à Kamina. Il n'y a pas ni télévision, ni radio. Allez-y. Parce que vous vous contentez de voir ce qui se passe ici à Kinshasa, vous êtes content des images. Mais qui vous suit? Est-ce qu'il y a un problème de leadership? Non, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de vision. Les visions, c'est le gouvernement. Qui communique la vision? Je dis que c'est le gouvernement qui donne la vision. Les gouvernements communiquent la vision, qui peut relayer cette vision, c'est le ministre des tutelles, donc non. Le ministre de la communication. Le ministre de la communication définit la ligne éditoriale. Et les DG est la seule responsable de mettre cette ligne, de respecter cette ligne. Donc s'il y a un problème demain, on ne va pas voir les ministres, on va connaître le DG ou bien la DG. Alors, merci M. Freddy Mulumba. Je ne vais pas trop que vous puissiez payer les arriérés du public. Non, non, c'est un débat. Tu sais, les drames chez nous ne sont pas habitués à faire les débats. Ok. Il faut laisser le peuple s'exprimer. C'est important. Nous sommes une puissance. Ok. Parce qu'avec tout ce que nous connaissons ici, si on n'a pas de médias puissants, on n'existe pas. Alors, une question directe. Quand vous étiez DG à la RTNC, qu'avez-vous laissé comme prouesse aujourd'hui, si les agents de la RTNC sont en train de vous suivre, qu'ils s'identifient en vous, à son époque, il avait fait ça, 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 ça? Non, je pense, moi, je ne peux pas répondre à ça. Non, non, c'est une question directe. C'est direct. Ce qu'il faut faire, c'est demander aux agents de la RTNC qu'est-ce que j'ai fait pour cette entreprise. C'est pour éviter les polémiques, c'est déjà dépassé. Il faut aller demander aux gens. Qu'est-ce que Freddy Mulumba a fait ici comme travail? Est-ce que Freddy Mulumba était dans la rétrocommission? Freddy Mulumba était derrière les... Je dis ceci. Est-ce que Freddy Mulumba tu es amoureux des billets verts ou bien comment? Tu es journaliste, va poser la question aux agents de RTNC. Ils vont vous dire ce que je suis. Merci. Alors, la thématique d'aujourd'hui, l'union sacrée, Félix Tshisekedi dit-il entouré des hypocrites. C'est une question très questionnante, mais la personne qui est ici, c'est un écrivain. M. Freddy Mulumba est un doyen dans les métiers, mais ma curiosité est que vous avez porté un polo avec le nom d'un ouvrage d'un étranger, M. Charles Onana. Pourquoi vous n'avez pas valorisé Kamba Iwacha? Il y a autant d'écrivains ici au Congo. D'abord des choses. La première est que on a collaboré à cet ouvrage. Il y a beaucoup de Congolais qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. Et Charles Onana a révélé au monde entier les 10 millions, les génocides congolais. Et les Congolais même ne savent même pas, comment dirais-je, prendre des responsabilités. Si vous voyez, vous avez Holocauste au Congo, et en bas, vous avez non à la balkanisation. Je pense qu'à travers aujourd'hui la République, on sait qu'on a fait une grande campagne contre la balkanisation de notre pays ici. On a même publié un livre collectif en 2013. Le livre est publié en 2013, avant Charles Onana. Mais curieusement, beaucoup de Congolais ne l'ont pas lu. Le drame, c'est celui-là. Si Charles a eu beaucoup plus d'impact, c'est parce qu'il a fait beaucoup de communication. On a travaillé ensemble pour que ce livre ait un peu beaucoup de... qu'il y ait un peu d'impact dans l'opinion. On s'est attendu que nous commençons à Kinshasa, moi personnellement, dès que c'est sorti à Kinshasa, et puis l'Europe reprend ce qui s'est passé. Parce qu'en Occident, il était tellement combattu. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, il faut quand même qu'on soit honnête. Charles, ça fait plus de 25 ans.
qui travaille sur le Congo. Il est camerounais, il n'est pas congolais. Il a sacrifié toute sa vie. On pouvait me le tuer à tout moment par Kagame, il a eu des procès. Dites-moi, quel Congolais a eu le courage de faire ce que Charles l'a fait? Et on peut vous dire que dans l'histoire du pays, du Congo, c'est l'importance de l'histoire, ceux qui ont toujours dénoncé les génocides congolais, les massacres des Congolais sont des étrangers. Entre 1885 et 1908, si c'est 8, il y a eu un écrivain britannique ou bien anglais, Edmond Morel, qui a découvert du temps de l'Opolé qu'on avait coupé les mains des Congolais. Il y avait à peu près 10 millions de morts. Il y avait un silence, personne n'en parlait parce que l'Opolé était très fort. Il avait beaucoup d'argent, il avait un lobbying, comme Kagame aujourd'hui, il avait un lobbying en Amérique. Donc il faisait la campagne dans les médias, partout. C'était le modèle. Mais il a fallu ce gars, Edmond Morel, qui a pris beaucoup de risques. D'ailleurs, il en a payé à la fin, parce qu'il a été condamné, il est mort dans des conditions très difficiles. Face au capitalisme anglo-saxon, il a pris beaucoup de risques. Il est parti jusqu'à Washington, rencontrer le président américain pour montrer ce que le produit fait du Congo. Et les Américains ont décidé, les présidents américains ont décidé de couper les relations avec le produit. C'est ainsi qu'on a confisqué l'État indépendant du Congo. On l'a confié à la Belgique en 1908 comme une colonie belge. Donc on l'a annexé. Donc ce sont toujours des étrangers qui travaillent pour nous. Donc Charles Onana s'inscrit dans cette dynamique. Comme chez nous, parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, parce que on a connu une très mauvaise colonisation. Nous sommes un peuple d'abord aliéné, un peuple traumatisé. Nous là. Le peuple congolais est traumatisé et le peuple congolais est aliéné. Vous risquez de choquer les gens à la maison. Je dis, ce n'est pas... il ne faudrait pas être... On ne porte pas dedans. Okay. Hein? Je vous dis ce qui est vrai. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on vous parle de 10 millions de morts. Aujourd'hui, il y a 7 millions de déplacés internes à l'Est. 500 000 femmes violées. 500 000 500 000 femmes violées, ça c'est mon collègue qui donne les chiffres. Okay. Qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Que font les médias congolais? Que font les intellectuels? C'est chamailler, c'est chamanger. Il y a un problème. Donc il a fallu que Charles parle pour que je voie aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à parler. Mais il faut dire que ça a bien coïncidé avec l'arrivée du président Tshisekedi, parce qu'il vient de rompre tout un cycle. Il a donné beaucoup plus de liberté aux gens. Je pense que si c'était pas c'était du temps de Kabila, je pense que Charles ne serait pas ici. Donc, parce que Félix est venu avec un autre vent et une autre air, que Charles a eu la chance de venir à Kinshasa pour retrouver son livre. Avant de parler de l'union sacrée, j'aimerais que nous puissions d'abord essayer un peu d'amplifier cette question. J'ai l'impression qu'il y a des Congolais inconscients. Vous, en 2013-2012, je me rappelle, j'étais encore à l'université, ou j'étais encore en bleu-blanc, à l'université à l'époque, vous avez eu autant de problèmes avec l'ancien régime. Et nous-mêmes, on avait peur qu'on puisse vous empoisonner. Qu'est-ce qui avait fait qu'on puisse vous récompenser, que vous deveniez les DG à la RTNC? C'était votre combat ou votre professionnalisme? Parce qu'il y a quelqu'un du PPRD qui m'a dit, à leur époque, vous touchez beaucoup de moyens, sous le régime Tshisekedi, on ne vous valorise pas. Non, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'étais au potentiel. C'était par hasard. Donc, je suis parti parce que j'étais dans l'entourage du président Abdou Diouf, qui était le secrétaire général de la francophonie. On était des amis, moi et avec un ami sénégalais. On était invités. Donc quand Abdou Diouf s'est déplacé, on était toujours ensemble. J'ai fait Bucarest, donc en Roumanie. J'ai fait presque à peu près 4 sommets. Donc on s'est trouvé au Canada. Moi, je suis parti pour dire, on m'a invité, hein, on a écrit des articles sur l'apport de la francophonie à l'Afrique. Et moi, j'ai établi sur le Congo. J'ai fait un article pour montrer que, ça c'est en 2008, je pense, à Québec. J'ai fait l'article pour démontrer que nous sommes un pays francophone, attaqué par un pays anglophone, Kagame et Museveni, donc le Rwanda et l'Ouganda. Mais curieusement, la francophonie ne parle pas.
J'ai fait l'article. C'est dans un journal canadien, Le Soleil de Québec. L'article n'est pas sorti. On m'a donné $200 canadiens. J'ai posé la question à mon confrère du Soleil de Canada, de Québec, pour lui dire, mais pourquoi on ne veut pas publier ça? Par contre, l'article du Sénégal est sorti. Il va me dire non, ça sortira sur le site. Et puis, après Québec, je suis descendu à Bruxelles. J'ai rencontré Bertin Mampaka, qui était sénateur ou bien échevin. Mampaka me dit, Bertin, il m'explique, il me dit, mais il y a des cartes de circuit, le Congo est divisé en plusieurs États. Je descends à Kinshasa, je rencontre le président Mutinga. Je lui explique que c'est le patron du potentiel, parce que moi j'étais déjà responsable du potentiel. Modeste me dit non, on peut commencer à faire la campagne. C'est comme ça que vous voyez, sur le potentiel, il y avait non à la balkanisation. C'est depuis 2008-2009. Et de là, on a commencé à faire des conférences. C'est arrivé comme ça par curiosité. Mais ce qui a encore renforcé notre position est que il y a eu une interview que Cohen avait accordée à M. Lwakabwanga, Abraham, qui avait une télévision sur le site 243. Et Cohen avait dit au département d'État, les Américains, non, les Rwandais, les deux Kivu appartiennent au Rwanda. Dès que j'ai eu l'information, j'ai fait un grand titre, les plans Cohen pour la balkanisation. Vous savez, les Américains sont différents des autres pays, ils n'ont pas voulu réagir. Mais ils ont dit, mais Cohen n'engage que lui-même, il n'engage pas, c'est un lobbyiste, hein, il n'engage pas l'Amérique, le gouvernement américain. Ça a commencé comme ça, on a fait des conférences. Et puis après, j'ai été invité au département d'État en formation. C'était une chance parce qu'il y avait une dame qui était à l'ambassade, au centre culturel américain, qui était républicaine, une femme forte. On a eu des discussions avec elle. J'ai dit, comme d'habitude, je n'étais pas d'accord, j'ai expliqué. Dès qu'elle a vu ça, j'étais en Chine, de retour de la Chine, on m'appelle, vous pouvez aller à Washington en formation. Et je suis parti, on était 8 Africains. On arrive à Washington, on rencontre les gens du département d'État américain, c'est qui nous avaient invités. On a eu une formation, mais il y avait un Congolais, Kibangula, qui était chez Jeune Afrique, je pense. On était à 2. On était à peu près 8 Africains, 2 Congolais, un Congolais Brazzaville, il y a eu un Guinéen, Guinée-Conakry, 2 Tanzaniens et une femme de Zimbabwe. On était 8 personnes. Donc on a été formés en diplomatie américaine. On a eu la formation, mais pendant la formation, on avait déjà écrit un livre, ça c'est en 2013, vers la fin. On avait publié un livre sur le complot contre l'abolition de la RDC, ou bien l'implosion. J'avais amené 10 livres jusqu'au département d'État. Et on a eu des discussions avec les responsables du département d'État. Il y avait une femme qui s'appelle Catherine. Catherine, en 2000, elle était à Kinshasa. Quand il a vu comment je parlais, il m'a tiré de côté. Il m'a dit, mais monsieur Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas l'émergence des élites. Et ça, j'ai vite compris. Vous voulez me dire que le Congo ne va plus exister, ce serait un Congo balkanisé. Donc ça, c'est comme ça, par hasard. Donc je ne l'ai pas fait, ni pour l'argent, ni pour les postes. Et concernant la situation des gens qui racontent, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a eu, pendant la période de Kabila, il m'a envoyé son ami, parce que moi j'étais au potentiel. Il a envoyé son ami pour qu'on lui soit nommé là où se trouve Bosembe, c'est Congo, c'est SAC, oui. J'avais tout refusé parce que je sais que dès qu'on entre au pouvoir, on n'est plus libre. J'avais préféré que je reste toujours dans l'écrit. Il m'avait proposé pour que j'aille à l'ACP. Mais c'était par... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé.
on vient m'apprendre que je suis nommé DG, pas nommé encore, il y avait une ordonnance, DG l'RTNC. Comment il n'avait pas demandé, ça ne m'intéressait pas. Il n'a fait aucune démarche. Et les jours où on devrait nommer, je me suis retrouvé DGA, on a mis à la tête quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que... C'était Kabila, oui. Ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas suivre ça. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était écrire. C'est comme ça que j'ai continué à faire, mais ce que j'ai vécu, ce n'est pas facile. Alors, donc, ce sont des choses, des affaires d'État, on ne doit pas mettre tout sur la place publique. Merci. Alors, monsieur Freddy Moulumba, c'était bien quand même pour les étudiants, vous étiez très nombreux, vous m'avez dit qu'il faut quand même écrire, on ne peut pas tout dire dans une seule émission, mais les dossiers saillants, c'est que votre combat, oui, non à la balkanisation de la RDC, Holocauste au Congo, Charles Onana, vous avez fait fusion, apparemment, vous êtes comme des Siamois, vous ne pouvez plus vous séparer par rapport à ces combats. Mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda avance au Congo. Il y a des terres, vous venez de dire ici, Kanyabayonga est entre les mains des rebelles, des Rwandais. Des Rwandais, pas des rebelles, des Rwandais. Des Rwandais. Alors, est-ce le régime vous écoute? Est-ce qu'il y a des efforts fournis pour que le Congo ne soit pas balkanisé, ou c'est vrai, la communauté internationale est en train d'appuyer ces bandits pour que le Congo soit balkanisé? Ouais, je peux vous rassurer que ni Tété Félix comme président, le Congo allait disparaître. Parce que dans les milieux financiers étrangers, tout était prévu qu'après Kabila, le Congo devrait être balkanisé. C'est votre révélation à vous ou c'était ça la carte? D'abord, il y a beaucoup d'écrits. On avait écrit ce livre-là, déclaration des agents du département d'État. Mais ensuite, il y a Diana qui est vivant. Il est, Joachim Diana. Joachim Diana, vérifier, aller lui poser la question. Il est parti un jour boire un café avec un diplomate américain qui lui dira qu'après Kabila, le Congo ne va plus exister. Ça, vous pouvez vérifier. Diana est vivant. Allez vérifier. Je vais le chercher. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on parle au hasard. Mais ce qui est dramatique, c'est l'inconscience dans laquelle nous nous trouvons. On ne prend pas la vie au sérieux. L'inconscience. L'inconscience. Je disais que ni Tété Félix, aujourd'hui, le Congo allait disparaître. On n'est pas conscient. Je vois beaucoup de gens qui racontent l'histoire, ça ne marche pas. Nous venons de loin. Qui pouvait parler dans ces pays du temps de Kabila attaquer Kagame? Qui? Même actuellement là, les présidents attaquent Kagame. Combien de gens répètent son discours? Ça peut vous dire qu'on vient de très loin. Donc Félix a réussi des choses. Pour nous, nous qui observons, des choses capitales. D'abord, il a déboulonné l'FCC. On ne savait pas ce qui s'est passé. Quand Félix a été élu, il était seul. Tout était mis en place pour ne plus pas travailler. Il vient de déboulonner l'FCC. Deuxième chose, Kagame. Qui pouvait parler à Kagame dans ce pays? Kagame était le patron ici. Il venait à Kinshasa, tout le monde applaudissait. Oui. Aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vérifiez les images. Kagame sous Kabila était venu à Kinshasa, les gens disaient, ou c'est le contraire sous le régime Tshisekedi, au stade des martyrs, Kagame est venu, Kagame. Les gens me suivent, hein, s'il vous plaît. J'ai dit que suivez, prenez ces images-là. Il y a des faits, ce n'est pas des choses, c'est pas qu'on vous raconte. Du temps de Kabila, Kagame est venu ici, je pense que c'était en 2010, 50e anniversaire de la RDC, de notre indépendance. Kagame est venu. D'abord en retard, les rois Baudouin étaient déjà sur place, il est venu en retard. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à lire un magazine. Une façon, un mépris. Et dans la tribune, les gens avaient applaudi. Ça fait tourner beaucoup de gens. Même du temps du président Tshisekedi, vous savez, ça s'est passé au stade, non? Vous le connaissez, non? Oui. C'est pour vous dire que Kagame était plus puissant et plus fort. Que Félix soit parvenu à déstabiliser Kagame, je vous dis que ceux qui ne sont pas conscients ne comprennent pas les enjeux. Et le risque que Félix a pris, parce que tous les Congolais que vous voyez ici, ils ont tous peur. Que Félix ait eu le courage de l'affronter,
C'est pas chose facile. Avoir le courage, oui, nous les félicitons, nous sommes derrière lui parce que nous sommes des Congolais, mais j'aimerais que nous puissions quand même rétablir la vérité historique. Si vous dites, vous confirmez sur ce plateau que à l'époque de Kabila, Kagame était le tout-puissant, j'étais avec Ferdinand Kambere sur ce plateau, il m'a dit non. À l'époque de Kabila, le Congo était uni. Lors de la passation, Félix Tshisekedi a hérité un Congo uni avec Bunagana. Avec Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie, aujourd'hui nous avons un Congo partagé. Entre les deux, les Congolais peuvent féliciter qui? Non, il faut relire l'histoire. J'ai pas de Ferdinand Kambere. Non, il a donné son point de vue. Ok. Mais on n'a pas donné les faits. Vous savez, du temps de Kabila, les patrons c'était Roubero. Vous dites? Roubero, quand Katumba Mwaka est décédé, Roubero a pris les relais. C'était les patrons. Azaras Roubero. Oui. Les Congolais Azaras Roubero. Oui, c'était les patrons. Roubero a travaillé avec Kagame directement. Pour être nommé ministre dans ce pays, il fallait que Roubero bien Kagame donne son quitus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça c'est fort quand même. J'aimerais bien avoir la photo de l'ancien ministre de la décentralisation, M. Azarias Roubero, congolais. Vous dites que M. Azarias était le tout puissant. Donc après Kabila, c'était Azarias Roubero. Sur le plan du... J'ai dit que c'est lui qui gérait cet État avec Kagame, avec Kabila. Donc avant que vous deveniez ministre, il fallait que Kagame décide. Il faut relire. Okay. Toute notre classe politique, je peux dire 80% de notre classe politique, c'est la fabrication de Paul Kagame. Pour devenir ministre, il fallait l'autorisation de Kagame. Si tu n'es pas d'accord avec Kagame, tu es contre les Rwandais, tu ne peux pas être le président. S'il vous plaît. Quels étaient les liens qui existaient entre Roubero et Kagame? Parce que nous sommes au Congo. Comment Kagame pouvait choisir un Congolais pour que ces Congolais soient le pont pour que qu'on ait des ministres dans notre pays? Comment expliquer? Oui, voilà, l'histoire est très importante. Okay. Rappelez-vous des accords de Sun City qui avaient négocié. Après négociation de après le Sun City, qui a eu le contrôle des services de renseignement et de sécurité, l'armée et d'autres. C'était Roubero, il était vice-président. Parce que après Sun City, on avait Kabila comme président et 4 vice-présidents. Je pense, oui, 3 ou 4. 4. Roubero, Azarias, Hérodia, Jean-Pierre Bemba. Non, avec toi. Roubero, ouais. Azarias. Azarias, c'est Roubero. Roubero, Zaïd Ngoma, Mbemba. Hérodia et Bemba. 4, oui. Roubero a eu le contrôle des services de renseignement de l'armée depuis Sun City. Et après Sun City, on a fait les brassages. Tous les bandits, ceux qui étaient même des caporaux rwandais, sont devenus des Congolais et sont devenus de généraux ici. Ils sont encore au pouvoir dans l'armée jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont là. Allez vérifier. Le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas capables d'assumer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous dis en tant qu'intellectuel. Il y a les enfants qui nous suivent. Il faut lire. Dans notre armée, nous avons des Rwandais dans notre armée. Il faut relire l'histoire. Est-ce que vous avez les livres de Charles Onana? Les livres de Charles Onana, lisez-les jusqu'au bout. Bitakour a dit que ce livre devait devenir Mais il faut que les journalistes les lisent pour expliquer à notre peuple, à la jeunesse, ce qui s'est passé réellement. Continuez, parlez. Donc, tu disais les relations entre Kagame et Roubero. Kagame rwandais, Roubero congolais, quelle est la relation pour que Kagame choisisse seulement Roubero qui est un Congolais? Oui, il est Congolais d'origine rwandaise. Hein? Il est Congolais d'origine rwandaise. Quand on dit Congolais, c'est la nationalité. Ça, c'est juridique. Mais quand on va voir l'aspect, je dirais, ethnique, il est d'origine rwandaise. Non, c'est un Munyamulenge. Il est d'origine rwandaise. Munyamulenge ou pas, ce sont des populations qui ont émigré. Ils sont venus au Congo. Ils sont d'origine rwandaise. Vous savez, il faut faire appel aux historiens, anthropologues, pour expliquer ce qui se passe. Les drames est que les politiciens sont accaparés de la science. Voilà la confusion dans laquelle nous vivons. Et tant qu'on vit dans cette confusion, dans ces mensonges, on ne saura pas résoudre cette crise qu'on connaît.
Et dans la stratégie de Kagame, il y a un livre qui a été publié, donc il est publié par la Britannique ici, Angela Michaela Vrong, sur Kagame. Il explique. Kagame et Vrong a parlé avec Karegeya, qui était un ancien de service de renseignement, qui a été assassiné à l'Afrique du Sud. Il a fait l'interview, des discussions, parce qu'il était très proche de Karegeya. Karegeya lui dit, nous devons avoir le contrôle du pouvoir à Kinshasa. Comme on est un petit pays, nous devons avoir le contrôle au gouvernement. 2, on doit nous devons être présents dans l'est du Congo pour éviter que la guerre soit sur notre territoire. Donc, si on ne contrôle pas Kinshasa, Kagame, le régime peut tomber à tout moment parce qu'il faut dire qu'ils sont en puissance. Donc leur stratégie, c'est d'avoir des représentants au sein du gouvernement congolais qui peuvent facilement les réformer à tout moment. Voilà là, quand je vous parle que c'est grâce à Félix aujourd'hui qu'on peut parler, Félix est venu rompre. Il est venu rompre, il a affronté Kagame en face, il a refusé la tutelle de Kagame. Donc, si je vous comprends, Kagame rwandais utilisait son frère rwandais, Azarias Souroubera au Congo, pour faire asseoir son hégémonie. Il utilisait un Congolais d'origine rwandaise. Ok, un Congolais d'origine. Oui, parce que je viens de vous dire ici, être Congolais, ça, c'est juridique. Ok. Mais quand on dit ethniquement, il est d'origine rwandaise. Il n'y a pas à discuter. Mais Azarias est un pasteur, il a l'amour du Congo. Comment, selon vous, il pouvait suivre les instructions d'un président hitlère, Paul Kagame, pour... C'est ça la naïveté des Congolais. Vous ne savez pas les enjeux. Nous sommes un enjeu du monde, un enjeu géopolitique. Nous avons l'eau, aujourd'hui avec notre fleuve. Nous avons la forêt, avec des problèmes climatiques. Nous avons les minerais stratégiques. Nous avons le terre rare. On a tout, Dieu nous a tout donné. Donc le monde entier va avoir le contrôle du Congo. Il faut que les Congolais comprennent ça. Et pour éviter que d'autres peuples, d'autres pays, d'autres civilisations nous dominent, il faut qu'on ait des élites qui ont ce qu'on appelle la volonté de puissance, les ambitions de grandeur. Aujourd'hui, cette volonté de puissance, vous la trouvez dans Félix Antoine Tshisekedi quand il parle. Quand Tshisekedi parle, vous sentez qu'il y a un homme qui parle. La dernière interview qu'il vient de faire sur LCI démontre suffisamment que l'homme a une volonté de puissance, mais le drame, c'est de ne pas avoir une classe politique qui partage la même vision du monde avec lui. Alors, Tshisekedi était un panafricaniste, mais j'aimerais que nous puissions aller dans les fonds. M. Freddy Moulumba, aujourd'hui, cette émission va rester sur la toile, même 100 ans, 200 ans, parce que les gens ont besoin de connaître la vérité. Si vous dites que si Tshisekedi, le président Tshisekedi n'était pas là, le Congo allait déjà être balkanisé, vous confirmez ici que jusqu'aujourd'hui, dans notre armée, nous avons des Rwandais, mais vous dites que le président a la volonté de rompre. Non, il a déjà rompu. S'il vous plaît. Mais vous avez dit, il y a encore des Rwandais. Non. Comment expliquer que lui qui veut mettre fin à cette manière de trahir les pays, mais il laisse encore le Rwandais dans le gouvernement? Vous êtes en train de vous contredire. Il n'y a pas de contradiction. Dans le gouvernement ou dans l'armée, si cela est vrai, selon vous? Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes en politique. Il faut voir l'opportunité. C'est qu'on ne savait pas que pendant plus de 25 ans, tout a été préparé par les services secrets américains ou occidentaux avec les Rwandais. Pour qu'après 30 ans que les Congos disparaissent, donc avec une génération, les Congos devraient disparaître. C'était ça leur calcul. Quand je dis il faut que nous devons être capables de lire. Le drame est qu'on ne s'informe pas suffisamment. Tout ce que je dis ici, je n'ai rien inventé. C'est écrit dans les livres. Donc c'est pas nouveau? Non, c'est pas nouveau, c'est connu. Mais le problème est que nous ne sommes pas conscients parce qu'on lit pas, on ne s'informe pas. Et deuxième chose, c'est parce que la classe politique que nous avons, ça a été fabriqué par Kagame. Ils ont de comptes à rendre à Kagame, pas rendre au peuple congolais. Mais vous donnez trop de pouvoir à Paul Kagame. C'est comme si le Congo, il n'y avait pas des hommes intelligents. Tout le monde agissait par procuration. C'est compliqué ça. Nous avons des patriotes ici. Les Lumumba, ils sont décédés pour le Congo. Nous avons de Laurent Désiré Kabila. Il y a des gens de Tshisekedi.
comment vous dites que Kagame pouvait faire asseoir son pouvoir au Congo du moment qu'il y a des Congolais, des pères et des mères ici? Mais je viens de te dire que dans ces pays, personne ne pouvait citer le nom de Kagame. Joseph Kabila l'a fait plusieurs fois. Il ne l'a pas fait. Joseph Kabila, Je t'informe que Joseph parlait du Rwanda, mais pas de Kagame. Aujourd'hui, la seule personne, quand nous on a parlé avant, ce qui est vrai, on parlait, on n'avait pas de pouvoir. La seule personne qui est politique, chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il l'a dit clairement. Il en parle. Allez vous voyez un peu dans des vidéos, il en parle clairement. Parler et mettre fin à ses problèmes, c'est différent. Kabila avait mis fin à ses problèmes avec Mamadou Ndala et il a fait une passation pacifique. Il a remis le pays entier entre les mains du président actuel. Mais le président actuel parle beaucoup, mais le Congo est occupé par le Rwandais. Écoute, alors, s'il faudrait comparer les époques, peut-être qu'il faut chercher que Kabila puisse revenir au pouvoir, selon les opposants. Non, il faut relire l'histoire. Quand la plupart des militaires qui sont dans l'armée, la plupart, qui les a nommés, c'est Félix. Et on les a nommés quand? Il faut relire l'histoire. Le problème est qu'on ne lit pas. La plupart des militaires ont été nommés en 2018. 2018, quelques jours, quelques mois avant l'élection. Tous les généraux que vous avez trouvés là, ils ont été nommés avant. Donc Félix est venu trouver une situation difficile. Vous avez tendance à oublier. Rappelez-vous, on avait le Premier ministre Ilunga Ilunkamba était au Katanga. Et pendant cette période, Gilbert Nkonde avec le président, avait fait un coup d'État institutionnel. Ce n'est pas un coup d'État institutionnel, selon les gens du peuple. Mais même Wilanya et les autres. Ce n'est pas un coup d'État parce qu'il fallait faire ça pour les boulonnais. C'était la première action de déboulonnement. On a nettoyé un peu parce que c'était trop. La plupart des gens qui occupaient des postes stratégiques dans l'armée ne pouvaient pas travailler avec le président. Ils travaillaient avec les intérêts étrangers, surtout rwandais. Je viens de vous dire ici, pour Kagame, il faut avoir un contrôle au niveau des institutions congolaises pour que son pouvoir soit tranquille. Donc, s'il ne contrôle pas le pouvoir à Kinshasa, il ne pourra pas faire longtemps. Monsieur Freddy Mulumba, si aujourd'hui Tshisekedi a le pouvoir, comment expliquer que le régime a peur de Paul Kagame? Vous n'arrivez pas à faire la guerre contre le Rwanda, du moment que sur le plan de l'armement, sur le plan de l'effectif, la RDC a plus de 170 000 hommes, le Rwanda est un petit pays. Est-ce gérer le Congo, il faut avoir l'esprit plaintif ou bien comment? Comment expliquer un géant qui pleure devant un petit, selon les opposants, c'est quand même honteux. Oui, il faut relire l'histoire. Vous savez comment la guerre, l'AFDEL a commencé? Quel était l'objectif? Vous êtes un peu passéiste, il faut agir dans les présents. Sans histoire, on ne peut pas avoir l'avenir. Si Poutine était au Congo, le Rwanda n'avait pas existé. Poutine, c'est quelqu'un qui a l'essence de l'histoire. Il faut lire ses discours. Il a l'essence de l'histoire. Nous avons une difficulté. On n'a pas une mémoire collective. Qu'est-ce qui se passe? Bill Clinton décide, avec les hommes d'affaires d'Arkansas, de mettre la main sur le Congo. On va chercher Kagame et Museveni, on leur donne des armes pour d'abord chasser Abiyarimana, après Abiyarimana, venir à Kinshasa et mettre la main sur le pouvoir. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Je ne veux pas que vous puissiez rester passéiste. Les gens veulent que vous puissiez agir. Vous puissiez agir. Parce qu'il y a autant de morts matin, midi, soir à l'Est. Tshisekedi, le président, a le plein pouvoir. Nous avons les armes, nous avons les hommes, mais nous continuons à pleurer matin, midi, soir. Pourquoi? Une question. Est-ce que Kagame, donc les Rwandais, même avec l'Ouganda, peuvent faire la guerre et gagner? Prétention de grandeur, mais sur terrain, je te rappelle, je te donne un exemple du temps de Mobutu, quand les Zaïre avaient une armée forte. Kagame a été battu. Ça signifie quoi? Ceux qui font la guerre, ce n'est même pas Kagame, même pas Museveni. Donc, on peut donner raison à Jean-Lucien Moussa, s'il vous plaît. On peut donner alors raison à Jean-Lucien Moussa
et les autres qui pensent que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Congo ont un problème de leadership. Si on avait Poutine au Congo comme leader, si on avait Ibrahim Traoré au Congo comme président ou leader, les Rwandais n'allaient pas hausser les tons. Donc il y a un problème de leadership alors. Je t'informe ceci. C'est les capitalistes occidentaux prédateurs qui nous font la guerre. Ces capitalistes, ils étaient à Berlin en 1885. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais accepté que les Congo deviennent indépendants. Ils pensent que les matières premières leur appartiennent. C'est ainsi que, voyant que Mobutu disparaissait déjà, il fallait mettre la main sur les richesses du Congo. C'est comme s'ils sont partis prendre Kagame et Museveni pour venir faire leur coup ici. Monsieur donc, ce n'est pas ça, on sait. Vous ne le connaissez pas. Non, on sait. Non, non, vous ne le connaissez pas. Vous êtes nostalgique. Non, c'est pour vous dire, mon cher ami, tous les grands peuples aujourd'hui, ils sont forts parce qu'ils connaissent leur propre histoire. Les drames qu'on ne connaît rien, même ce qui s'est passé en 1996. Donc, si on connaissait l'histoire de ces pays, il y avait la possibilité de nous en sortir. On ne connaît rien. Voilà pourquoi, je dis au niveau de la presse, le 30 juin, il y a eu le 30 juin, vous avez fait quelles émissions? Quel historien vous avez appelé pour expliquer ce qui s'est passé? Quel politologue, quel géopolitologue pour vous expliquer les véritables enjeux? Attendez, monsieur Freddy Mulumba, permettez que je vous choque un peu. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que vous plairez comme les autres. Les opposants pensent qu'il faut sécher les armes, avoir le courage d'un homme, d'un responsable pour défendre le Congo. Vous dites que les Congolais ne connaissent pas l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions connaître? Nous connaissons que la communauté internationale ne nous aime pas. Nous savons que l'Union européenne est contre nous. Nous savons que nos ennemis, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Alors, comme nous connaissons tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'élever et se décider. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça. D'abord, ça c'est une mauvaise analyse. C'est superficiel. Il ne faut pas dire qu'on ne nous aime pas ou bien non contre nous. Nous sommes dans une limitation géopolitique sans précédent. Les puissances qui émergent, Chine, Russie et les autres, Inde, Turquie, et les puissances qui déclinent, l'Occident, l'Amérique, l'Allemagne, l'Union européenne et les autres, sont dans une confrontation. Et ces puissances s'affrontent chez nous. Ça dépasse cette analyse superficielle. Actuellement, là, nous sommes en pleine guerre froide, ou bien début. Nous sommes dans un monde multipolaire qui se met en place. Et dans cette guerre froide, la Chine affronte l'Amérique pour le contrôle des minéraux au Congo. Parce que la Chine a presque, on peut dire 80% des entreprises minières sont chinoises. Et les Américains n'ont rien investi ici. Et qu'est-ce qui est encore quelque chose qui est un peu grave, ce sont les Américains qui ont vendu les mines aux Chinois. Les cas de Tengefugurume. Et aujourd'hui, il y a la compétition sur le plan technologique. La Chine est tellement en avance. On a besoin des minéraux stratégiques, coltan, cobalt, uranium et autres, et lithium, pour permettre la transition énergétique. Donc, on doit abandonner le pétrole. Il faut maintenant faire appel, on peut dire un peu, à l'énergie verte. Cette énergie, il faut avoir le coltan, le cuivre, le lithium et le cobalt. Dieu a fait ce que ces minéraux soient chez nous. C'est l'enjeu. Ce n'est pas dire que non, on ne aime pas. Tant qu'on n'a pas compris cet enjeu géopolitique, et il faut se rappeler aux Congolais, nous sommes une création de la mondialisation. Le Congo a existé en 1885, ce n'était pas un État. Il y avait 14 puissances. Derrière ces 14 puissances, il y avait des multinationales, ce qu'on appelle des trusts. Et ces gens-là, leurs petits-fils, ils sont encore en vie avec leurs entreprises. C'est eux qui nous font la guerre. La guerre à l'Est, là. C'est eux qui nous font la guerre parce que pour eux, les matières premières leur appartiennent. Ils ne peuvent pas accepter que la Chine ait accès. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je voudrais peut-être, parce que vous avez peur de parler de l'histoire. Et ce n'est pas la première guerre. Je n'ai pas peur, mais oui, parce que vous connaissons déjà l'histoire. L'histoire est très... Vous ne connaissez pas. L'histoire est très importante. Ça, c'est la deuxième guerre froide dans laquelle nous nous trouvons. Il y avait la première guerre froide. Est-ce que vous imaginez, vous posez la question, pourquoi le monde a été assassiné en 61? Vous êtes encore trop jeune, il faut relire l'histoire.
C'est à cause de la guerre froide entre l'Union soviétique, les communistes, et l'Occident, à la tête avec l'Amérique, les capitalistes. Il y avait l'affrontement. Mais pourquoi ils s'affrontaient? C'était pour contrôler le cobalt. Parce que si l'Union soviétique avait le contrôle du cobalt, l'Amérique allait avoir beaucoup de problèmes pour ses avions supersoniques. L'histoire est très importante. Si je parle de l'histoire, c'est pour qu'on parvienne à tirer des leçons. Alors, pour qu'on parvienne à tirer des leçons, l'union sacrée, Félix Tshisekedi est-il entouré des hypocrites? Parce que dans cette union sacrée, il y a les kabylistes, il y a les lumumbistes, il y a tout le monde. Mais j'aimerais que nous puissions vider cette question. Monsieur Fridi Moulumba, vous dites que le chef de l'État a manifesté une volonté de la rupture avec le passé. Mais j'ai l'impression que cette volonté est en vain, selon certains opposants. Aujourd'hui, les Nations Unies encore reconduit cette mesure ou l'embargo que la RDC ne peut plus acheter des armes. Donc, la diplomatie, pendant 5 ans du régime actuel, a échoué. Non, il n'y a pas d'échec. S'il y avait l'échec, Kagame ne serait pas battu comme ça. Kagame est battu? Ah ben c'est fini pour lui. Comment ça? C'est terminé. Les 15 pays ont voté pour que la RDC reste dans l'embargo. Vous dites que Kagame est battu? Ce n'est pas Kagame qui fait voter. Ce sont ceux qui nous font la guerre, les multinationales occidentales. Parce que la peur, c'est quoi? Si nous gagnons cette guerre, on devient indépendant, ils ne sauront pas nous contrôler. Donc Kagame a eu raison devant cette communauté internationale. Kagame n'a pas payé. Non, Kagame n'a pas eu raison. Kagame, c'est un négrier d'État moderne. Non, j'ai dit ceci. C'est différent. Parce que les Nations Unies ont reconduit. Je te dis que ce n'est pas les Nations Unies. Cet embargo, donc on ne peut pas acheter les armes pour aller attaquer nos ennemis. Nous faisons la guerre contre qui, selon vous? Mais vous citez le Rwanda. C'est contre l'Occident. Les Rwandais, je vous dis, ce sont des négriers d'État moderne. Okay. Ils passent par eux. Toi, tu penses que si aujourd'hui on décide, nous sommes à Kigali, il suffit de demander seulement les 3 millions de Congolais qui sont en Goma. On traverse, il n'y a pas de pouvoir à Kigali. Vous pensez, la guerre ne s'est fait pas comme ça? Kagame est lui habitué de la guerre. Hein. Il a dit ça sur France 24. Il n'a pas peur de la guerre. Non, c'est la peur. Il n'était pas habitué comme ça. Okay. Kagame, tu vois, il commence à parler beaucoup. Il était habitué à donner les ordres à Kinshasa. Mais il a trouvé un béton. Il parle, Fachi dit niet. Les Blancs font pression, Fachi refuse. Mais le diable, c'est nous qui pensons être intéressés. On ne comprend pas. On ne comprend rien. Peut-être, je parle d'une inconscience, mais aussi d'une classe politique qui est fabriquée par Kagame et Museveni. Voilà le problème que nous avons ici. Donc nous avons une classe politique à la merci de l'Ouganda et de C'est ça, oui, effectivement. Est-ce que vous trouvez normal? Okay. Vous êtes occupé. 2 ans, Bounaganda est occupé. On prend, comment on appelle ici, Kanyamayon, et à Kinshasa. Qui parle? Est-ce normal? Que font les partis politiques? Que font les intellectuels? Que font la presse? Et quelle est la réaction du gouvernement? Avant d'attaquer les opposants qui n'ont pas les armes, qui n'ont aucun moyen, quelle est la réaction du gouvernement face à cela? Regarde, suivez le discours du président. Tout ce qu'il a toujours parlé. Okay. Tout est très clair. Avant qu'il aille faire sa campagne, vous avez suivi, il y avait la patronne de service de renseignement américain qui est venue la voir à l'aéroport. Je ne sais pas si vous savez lire les signes des temps. C'est parce qu'ils étaient un moyen de la madouer, ils étaient au courant, mon cher ami. Mon cher ami, nous sommes une puissance. Si nous sommes faibles aujourd'hui, c'est parce qu'on est infiltré. L'infiltration, ça a pris plus de 25 ans. Voilà, nous sommes dans cette cause. Il faut, vous savez, c'est la différence entre les scientifiques et les politiques. Un scientifique se pose la question de pourquoi. Mais un politique, il est opportuniste. Il peut connaître la vérité et ne pas agir parce que ce n'est pas opportun. Mais un intellectuel vous dit la vérité. C'est comme ça qu'une société évolue. Donc aujourd'hui, il faut que les intellectuels parlent. Ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ceux qui ont des informations, orientent notre peuple. Parce que c'est le peuple qui change la société. C'est le peuple qui fait la guerre, c'est le peuple qui gagne. Mais dans les conditions d'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, quand il parle, on ne voit pas notre classe politique suivre ce qu'il dit. Voilà la grande difficulté. Dans la classe politique, elle est distraite. Je dirais complice. C'est très clair. Comment les présidents peuvent faire du discours partout? Il y a un silence coupable.
J'ai dit, pas coupable, complice. Ok. Il y a des complices ici. Il y a des infiltrés qui travaillent pour que les choses ne marchent pas. Et vous savez, je reviens encore à l'histoire. Ok. Vous avez Laurent Désiré Kabila. Quand il est arrivé ici, il est avec le Rwandais, non? James Kabarebe faisait les gros dos. Et un jour, on nous a chassés. Avant qu'il soit chassé, toute la presse ici, congolaise, j'étais au potentiel, j'étais responsable. C'était diaboliser Mouzé. Ah, il n'y a pas de démocratie, ça ne marchait pas, il faut qu'il parte, c'est un dictateur, toute la presse. Et l'Occident a utilisé les ONG contre Mouzé. Après avoir diabolisé Mouzé, on l'a isolé, on l'a battu, on l'a tué. Et les gens ont dit, ah, au moins maintenant, celui qui bloquait la démocratie est parti. Et après la mort de Mouzé, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne voudrais pas que l'histoire se répète. On a fait des coups d'État et ça a échoué. Je ne voudrais pas que l'histoire se répète. Nous sommes tombés encore dans un autre piège. Ok. Je vois des gens qui sont en train de diaboliser le président Tshisekedi. Beaucoup ne comprennent pas les enjeux. Ce qui est curieux, ces gens qui diabolisent le président Tshisekedi n'attaquent pas Kagame. N'attaquent pas l'Occident. Quand les gens parlent vous pensez qu'ils sont en train de... Laisse-moi terminer. Parce qu'il dit qu'il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Parce qu'il y a un coup d'État qui s'est passé ici. Heureusement, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Si le coup d'État était réussi, aujourd'hui, on parlait autrement. On est en train de diaboliser le président. On le diabolise. On tend vers son isolement. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Ok. C'est parce que le président Tshisekedi a refusé toute compromission. Ok. Tout comme le président Kabila a refusé toute compromission. Kabila le père. Kabila le père. Ok. Et quand vous refusez la compromission, vous êtes un danger pour les intérêts étrangers. Voilà pourquoi le président Tshisekedi est en difficulté. Donc le voilà président pourquoi est en danger. Il y a des coups d'État qu'on a vu, non? Ce qui s'est passé au palais du peuple, vous n'avez pas vu ça. Il faudrait qu'on prenne conscience. Ça, moi, je demande à l'IDPS particulièrement. Je demande aux jeunes de sécuriser le président. Nous devons être capables d'assurer la sécurité du président. On ne s'imagine pas ce qui pourrait se passer si le président n'a pas pouvoir. Alors, monsieur Frédéric Moulumba, je vais vous donner le mot de la fin, mais j'aimerais éclairer et demander aux Congolais de s'approprier de ces slogans. Non à la balkanisation du Congo. Le Congo, c'est notre bien commun. Nous sommes jeunes. Nous avons le courage, le sang, l'énergie de défendre ces Congos. Alors, il ne faut pas attendre que nous puissions être asphyxiés pour que nous puissions défendre notre pays. Alors, il est temps, parce que le président de la République a la volonté de mieux faire, mais je me pose la question. Qui sont autour du chef de l'État? Est-ce qu'il y a des collaborateurs conscients auprès du chef? Ou il y a des gens qui aiment les chefs pour avoir des postes de responsabilité? Si réellement vous êtes là pour aider les chefs, ce que M. Freddy Moulumba vient de dire ici, même nos services d'intelligence, vous devez quand même être sensibilisés et faire l'effort de comprendre. Parce que le danger est à la porte. Mais ça ne va pas tenir parce que nous avons un président qui veille et nous, le peuple, nous devons également l'accompagner, veiller pour que le mal n'arrive pas. Chers collaborateurs, quittez la distraction. Les chefs ont besoin de bonnes personnes, pas les hypocrites, pas les gens qui sont là pour le pouvoir. Alors, M. Freddy Moulumba, le mot de la fin. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? Alors, les gens sont en train de vous suivre. Vous voyez ces livres, hein? Je préfère les montrer aux gens. On l'a publié en 2008 avec Kamana. Kamana, c'est un intellectuel, philosophe, penseur congolais, théologien. Il est décédé. Il est enterré à Goma. En 2008, quand on a fait l'interview, Kamana a répondu à une question concernant notre avenir, l'avenir du Congo. Qu'est-ce qu'il dit? C'est face aux grandes menaces
que se révèle les génies des grands peuples. Ok. Nous sommes un grand peuple, on doit relever les défis. Et j'ai dit aux gens, nous avons une chance unique, je dis unique, d'avoir Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui. Il faut en profiter de cette opportunité. Il y a la liberté de parler. Profitons de cette liberté pour aider Félix Tshisekedi, parce que c'est les chefs de l'État, c'est les grands, pour qu'on sauve le Congo. Et qu'on prenne conscience, parce que généralement, on est distrait. Nous sommes un enjeu important pour le monde. Il faudrait que les élites qui sont la classe politique, l'État général, aient les ambitions de grandeur pour faire rêver notre peuple et la volonté de puissance. Nous avons tous les éléments de puissance. L'eau, la forêt, toutes les ressources, toutes les richesses. Et nous avons une position stratégique au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas par hasard qu'on ait le Congo ait les frontières presque naturelles. Vous avez les lacs, les montagnes, vous avez les fleuves. C'est naturel. Donc il n'y a pas d'effet du hasard. Mais tant qu'on ne rêve pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc je demande au peuple, je demande aux jeunes de se prendre en charge. Merci. Les jeunes, vous devez vous prendre en charge. Quand vous parlez des jeunes, je vois là-bas M. Kevin Masuka, un jeune vraiment engagé, intelligent. Voilà, la jeunesse qu'il nous faut pour relever les défis de nos provinces et de la République démocratique. Pour Kevin Masuka, il est de l'UDPS, un jeune très capable et compétent, comme tant d'autres. Je pense qu'il est temps que nous puissions un peu changer cette classe politique, donner des postes de responsabilité aux jeunes. Kevin Masuka, comme tant d'autres, mérite également des postes de responsabilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Freddy Moulumba, l'ancien patron de la chaîne nationale, la RTNC, il est écrivain non à la balkanisation du Congo. J'espère que ces combats, moi, mes enfants et les Congolais conscients, nous devons les relayer et faire en sorte que ces itinéraires nouveaux de l'Afrique, Paul Kagame ne puisse pas réussir sa mission. Mais il ne peut pas parce que Tshisekedi est là. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. Et remercie l'équipe qui m'a accompagné, M. Malco derrière la caméra, Faïda et Germain de l'autre côté, M. Toussaint, Paul Bongongo et Rachidi côté YouTube. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV ou Delcast Télévision. Prenez les liens, partagez. Nous sommes là.